Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'information accessible aux sourds et aux malentendants. À la présidence de la République, le vice-président Thiemoko Melia-Kone a reçu hier le directeur général de l'ONUDI, une visite marquée par l'annonce d'un nouveau programme de partenariat qui devrait inaugurer une nouvelle étape dans la coopération entre l'organisation et la Côte d'Ivoire. Dans l'univers des médias, les préparatifs vont bon train pour la 26e édition du Week-end des Ébonies, rendez-vous incontournable de l'excellence journalistique. 3 jours d'activité pour célébrer les talents de la presse nationale, mais aussi poser les bases d'une pratique plus responsable. Cette année, la thématique met l'accent sur la responsabilité du journaliste en période électorale. Et puis, l'Afrique dans la tourmente économique, frappée par une vague de nouvelles taxes américaines annoncées par Donald Trump. Plusieurs secteurs clés sont touchés, dont le cacao ivoirien, désormais surtaxé à hauteur de 21%. Quels impacts pour nos économies? On en parle dans un instant. Et on ouvre ce journal avec la coopération entre la Côte d'Ivoire et les institutions internationales. Hier, le vice-président Thiemoko Melia-Kone recevait une visite de haut niveau, celle du directeur général de l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Ensemble, ils ont évoqué la dynamique des relations avec la Côte d'Ivoire et annoncé un nouveau programme de partenariat. Le point avec Alexis Ouedraogo. Le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, Geert Muller, à la présidence ce jeudi. Dans ses valises, un nouveau programme de partenariat qui devrait permettre de mobiliser plus d'investissements privés pour développer des pans de l'activité économique, à savoir l'agro-industrie, les technologies et les énergies renouvelables. Je tiens à saluer la performance extraordinaire de la Côte d'Ivoire, qui est réellement une puissance économique dans la région, avec des taux de croissance qui sont donc très importants. Et aujourd'hui, nous avons discuté avec Monsieur le vice-président une nouvelle phase encore de cette coopération, notamment avec la signature donc de notre programme de partenariat pays, qui va donc réellement, marquer une nouvelle phase innovante de cette coopération. Donc, avec ce nouveau programme, on espère vraiment mobiliser des investissements, et mobiliser aussi donc des investissements privés, pour notamment développer un certain nombre de secteurs tels que l'agro-industrie, les technologies, l'innovation, l'énergie, notamment donc les énergies renouvelables. Donc il y a tout un pan, je dirais, de l'économie qu'on espère vraiment pouvoir aider la Côte d'Ivoire à développer à travers ce programme. Le directeur général de l'ONUDI se réjouit notamment de la très longue relation de coopération vieille de plus de 40 ans entre la Côte d'Ivoire et l'organisation onusienne. Direction le secteur stratégique des mines, du pétrole et de l'énergie. Des cadres du ministère sont en formation pour renforcer leur leadership et impulser un nouveau souffle dans leur gestion. On en sait plus avec Lonsine Bakayoko et Abou Soro. Mines, hydrocarbures, énergie sont les principaux secteurs concernés par cette session de formation en lien avec le leadership. L'objectif est de développer une culture de performance et d'innovation en phase avec les enjeux actuels de ces nouveaux bassins économiques pour la Côte d'Ivoire. Ce qui fait la différence en ce moment-là, c'est votre capacité à diriger une équipe et à obtenir d'elle le meilleur. C'est par là aussi qu'on reconnaît votre leadership. Il s'agit de transmettre à ces chefs d'équipe, décideurs et gestionnaires des outils concrets pour une gouvernance optimale, une gestion plus efficace et transparente de leurs responsabilités. Un module est spécialement consacré à la prise de parole en public. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un, bien sûr, qui gère une équipe, c'est quelqu'un qui fixe le cap, c'est quelqu'un qui sait tirer son équipe pour atteindre des objectifs bien précis, mais c'est quelqu'un aussi dont la parole peut peser sur son action et sur les troupes. Selon le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly, la Côte d'Ivoire dispose d'une ressource humaine de qualité. Mais une chose est d'être bien formé sur le plan académique, une autre est que ces connaissances puissent produire des résultats tangibles pour l'entreprise et l'administration.
Autre volet de gouvernance, la transparence budgétaire. À Daoukro, dans la région de Lifou, la Direction générale du budget poursuit sa tournée de vulgarisation du budget citoyen auprès des populations. Kader Sogodogo, qui était sur place, revient sur cette session d'immersion. À la salle de réunion de la préfecture de Daoukro, dans la région de Lifou, sont sensibilisés sur le budget citoyen 2025 les populations. Selon le directeur de la SOD, Jean Verdier Oussou, représentant à cette cérémonie, Seydou Traoré, directeur général du budget et des finances, cette campagne de sensibilisation vise à faire la promotion du budget citoyen afin d'amener les populations à se l'approprier. Dans le document, il y a l'ensemble des grands projets de l'État. La construction d'universités, la construction des hôpitaux, le développement des infrastructures routières, économiques. Et aujourd'hui, il était bon d'être à Daoukro pour parler de ce document, le présenter à la population, pour permettre à la population de s'approprier les politiques publiques également, pour renforcer le civisme fiscal de la population. Les autorités administratives locales saluent cette mesure qui favorise l'appropriation des actions du gouvernement impliquant la contribution des populations à l'amélioration des politiques publiques. Je vous demande donc une attention soutenue et en même temps une attention d'apprentissage pour nous permettre d'expliquer à ceux qui ne sont pas là les articulations et les fondements du budget citoyen. Et pour pouvoir l'expliquer également aux citoyens lambda, qu'ils soient à Daoukro, à Wele, à Brikoro et à Bayakro. À travers une tournée nationale, le directeur général du budget et des finances, Seydou Traoré et ses hommes, réaffirment leur engagement à poursuivre cette campagne de sensibilisation ciblée dans les différentes régions du pays pour une large diffusion. Et on va rester avec Kader Sogodogo qui nous conduit cette fois dans le Gbeke où le Conseil régional a tenu sa première réunion ordinaire au titre de l'année 2025 à Béoumi. Donc l'examen et l'adoption des documents financiers de fin de gestion ont constitué les points majeurs de la rencontre et les résultats présentés révèlent une situation excédentaire avec un solde disponible de 5 milliards de francs CFA. La commune de la région de Gbeke accueille la première réunion ordinaire du Conseil régional au titre de l'année 2025. Point majeur de la session, l'examen et l'adoption des documents financiers de fin de gestion. Les résultats présentés révèlent une situation excédentaire avec un solde disponible de 5 920 588 000 francs CFA au Trésor, des dettes à court terme estimées à plus de 1 302 millions. Et un fonds de roulement qui s'établit à plus de 4 milliards de francs CFA. Nous avons un excédent de trésorerie aussi qui nous permet d'affronter les défis à venir avec beaucoup plus de sérénité. Le président du conseil régional de Gbeke a également annoncé le lancement d'un programme d'insertion des jeunes dans le cadre de la phase 3 du projet C2D Emploi, intitulé Programme d'insertion socio-professionnelle et citoyenne de la jeunesse ivoirienne. Ce programme, qui s'étendra jusqu'en 2027, vise à intégrer 3166 jeunes dans plusieurs secteurs d'activité. Le budget global de ce projet s'élève à 1 439 millions de francs CFA, avec une contribution du conseil régional à hauteur de 253 millions de francs CFA. Et nous demandons aux jeunes de s'informer. Le ministre de la Jeunesse, le gouvernement, fait beaucoup pour créer des emplois, pour créer des postes de stage. L'État met les conditions pour qu'ils aient du travail. Il faut qu'ils en profitent. Un film institutionnel sur les investissements dans le département de Béoumi a meublé la rencontre. Les investissements s'élèvent à 1 600 344 288 000 francs CFA pour 49 projets. Et sur place, dans la région de Gbeke, des enseignants manifestent leur mécontentement. Un mouvement de grève perturbe donc depuis hier le fonctionnement des établissements publics. Constat sur le terrain avec Corona Soro de RTI Boaké. Groupe scolaire Nemo 4. Dans la commune de Boaké, il est 9h ce vendredi 4 avril. Les salles de classe sont fermées. Dans cette école primaire publique d'un village de la commune de Djibounois, enseignants et écoliers sont absents. Toujours dans la commune de Djibounois, au lycée moderne,
Le personnel administratif est présent, mais pas l'enseignant. Les élèves venus le matin pour le cours sont obligés de retourner à la maison. Il n'y a pas d'élèves. Les élèves sont absents parce que la rumeur court tellement vite. Ce matin, j'ai croisé des élèves, quelques élèves qui sont venus regarder et qui sont repartis. Les profs qui sont venus sont aussi passés dans les classes pour voir s'il y avait quelques élèves. Je leur ai dit, même s'il y a un seul élève, qu'il fasse cours. Au groupe scolaire TCF 1 Bassa d'Air France 2 dans la commune de Bouaké, les choses sont bien différentes. Les cours se déroulent normalement. Les enseignants et les écoliers des 6 écoles sont présents. Tous les enseignants sont là parce que on n'a pas participé à la grève parce que notre syndicat n'est pas signataire. On a un représentant qui est à la tête de notre syndicat, mais lui n'a pas signé. S'il n'a pas signé, on n'a pas le droit de faire la grève. Au lycée d'Ennembo, le constat est différent. Les enseignants font cours devant des effectifs réduits. Nous-mêmes sommes passés à la veille de la grève pour dire aux élèves qui ne sont pas concernés par la grève et que c'était plutôt les enseignants. Mais le constat fait aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne sont pas là. On a eu le cours d'art plastique. Comme moi je me suis informée, il y a d'autres qui ont dit qu'aujourd'hui on dit à pas cours. Dans la région du Béquet, ces 2 jours de grève ont été diversement observés. Pour préparer la jeunesse dès le plus jeune âge, des associations se mobilisent et c'est le cas du réseau des anciennes de Notre-Dame du Plateau. Elles ont initié une journée de sensibilisation pour les jeunes filles autour de l'entrepreneuriat et de la santé mentale. C'est Jean-Marc Djadji qui était sur place. Contribuer à une formation de qualité pour la jeunesse d'Abidjan. C'est le but que s'est assigné le réseau des anciennes de Notre-Dame du Plateau, RANDAP, à travers sa journée de sensibilisation dans le dit collège. À cette occasion, une conférence sur la santé mentale et l'entrepreneuriat est initiée à l'endroit de ces jeunes filles. Il s'agissait d'abord de définir ce qu'était la santé mentale, ensuite d'interpeller ces jeunes filles-là sur les signes de souffrance psychologique, sur l'attitude à avoir lorsqu'on se retrouvait dans ces situations de souffrance psychologique, notamment parler à une personne de confiance, prendre soin de soi et ne pas être dans l'auto-jugement. Et enfin, attirer leur attention particulièrement sur la notion de bienveillance quand on sait aujourd'hui quels sont les ravages du harcèlement en milieu scolaire. C'est un honneur pour nous aujourd'hui d'être ici présente avec nos jeunes sœurs afin de favoriser ces échanges, ces partages d'expériences et ces interactions entre les anciennes et les élèves. Nous avons autour de 400 à 450 élèves de la 6e à la 3e présentes aujourd'hui pour cette première phase de sensibilisation. Plusieurs lots, notamment des livres et des kits de santé menstruelle, ont été offerts par le RANDAP et ses partenaires. Cette journée est une merveilleuse journée pour moi parce qu'on nous apprend à gérer notre stress. On nous parle aussi de la santé mentale. On nous parle de plein de choses que nous ne connaissions pas avant, mais nous avons pu connaître aujourd'hui. Le réseau des anciennes de Notre-Dame du Plateau RANDAP s'engage à renforcer leurs actes de citoyenneté en faveur des jeunes et des couches défavorisées. À l'instar du collège Notre-Dame du Plateau, un important lot de vivres, de produits d'entretien et de kits de naissance a déjà été offert à l'hôpital psychiatrique et à l'hôpital général de Bingéville, confirmant ainsi son engagement. Parlons maintenant médias et diplomatie. La RTI, votre maison, notre maison à tous, a été honorée par l'ambassade de Chine ici à Abidjan. C'était lors du concours La Chine à mes yeux. Le premier groupe audiovisuel de Côte d'Ivoire a donc reçu le prix du meilleur partenariat. Edira Soubar, Ami et Jamasso étaient sur place. Leur témoignage. La Côte d'Ivoire et la Chine ont décidé d'élever leurs relations bilatérales au rang de partenariat stratégique à travers le concours Prix Média dénommé La Chine à mes yeux. Ce concours vise à honorer l'implication de la presse ivoirienne dans la promotion de la Chine et de ses relations avec l'Afrique. Et justement, plusieurs journalistes ont été distingués. Le super prix est décerné à Gildas Tanguy Gaillé de l'agence ivoirienne de presse AIP. La radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI reçoit le prix du meilleur partenariat. C'est une immense joie, c'est vraiment un encouragement pour tout ce temps consacré à la connaissance de la Chine. La représentante de la RTI s'est félicitée du choix
porté sur cette entreprise de service public. Ce prix nous encourage au niveau de la RTI et sous l'impulsion du directeur général également à assurer notre mission de service public de façon crédible, ouverte et équilibrée. Pour le diplomate chinois, ce prix vient encourager les acteurs des médias à proposer des productions mettant en lumière la coopération sino-ivoirienne. La Chine entend travailler ensemble avec la Côte d'Ivoire afin d'enrichir le sens du partenariat stratégique en approfondissant la confiance politique mutuelle, renforçant la synergie stratégique du développement, favorisant une coopération concrète de qualité renforcée et plus efficiente dans tous les domaines au plus grand bénéfice de notre peuple. Ce prix, qui a sa 8e édition, est initié par l'ambassade de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire. Et puisqu'on parle de médias, venons-en à la 26e édition du Week-end des Ebonies, prévue la semaine prochaine à Yamoussoukro. Cette année, les professionnels de l'information réfléchiront sur leurs responsabilités en période électorale, à quelques mois seulement de la présidentielle. Un lancement suivi pour nous par Nour Sangaré et Issa Dambélé. Qui succédera à l'IME Super Ebony 2023 de la 25e édition du Week-end des Ebonies? La réponse sera connue les 11, 12 et 13 avril prochains lors de la 26e édition à Yamoussoukro. Nous allons, au cours de cette cérémonie-là, célébrer en tout cas les meilleurs d'entre nous, parce que c'est au cours de cette soirée-là qu'ils seront en tout cas choisis, distingués par le jury. Je pense qu'ils sont en plein laboratoire pour éplucher tout ce qui a été donné comme sujet d'enquête, sujet d'interview, sujet de reportage, sujet de dossier, etc., comme vous le savez. Et je pense qu'à cette nuit-là, on saura qui sera le Super Ebony et les différents Ebony, bien entendu, radio, télé, presse écrite, presse numérique. Ce rendez-vous annuel qui célèbre le mérite et la confraternité sera rythmé par plusieurs activités, dont un cross populaire, la finale d'un tournoi de football et un panel. La responsabilité du journaliste en période électorale, c'est la thématique qui réunira les professionnels des médias pour cette 26e édition du Week-end des Ebonies. Nous sommes dans une période sensible de notre pays. Quelle sera la contribution du journaliste? Comment devons-nous nous comporter? Comment devons-nous traiter l'information pour qu'il y ait véritablement des élections apaisées en Côte d'Ivoire? Il ne faudrait pas qu'on nous indexe comme des pyromanes, mais il faudrait que nous soyons pour ces élections qui vont venir une solution de paix et d'espoir pour les Ivoiriens. L'annonce officielle de cette édition a été marquée par un moment fort. La remise des clés d'une voiture à l'IME Super Ebony de l'édition précédente. Il était écrit que la remise se ferait aujourd'hui. C'est chose faite. Nous disons merci à Dieu qui rend toutes choses possibles. Merci également à l'UNGCI. Un geste qui symbolise la reconnaissance du travail accompli et encourage l'excellence dans la profession. Toujours à Yamoussoukro, qui est à quelques 200 km au nord d'Abidjan, un projet scientifique et écologique se profile. Spécialistes et acteurs de l'eau se penchent sur un programme d'éco-hydrologie pour préserver les lacs de la capitale politique de Côte d'Ivoire. Les explications de Charles Tatou de la station régionale RTI Boaké. Les récents travaux de réhabilitation des lacs de la ville de Yamoussoukro n'ont pas définitivement mis fin à l'apparition des herbes envahissantes de leurs eaux. Ces herbes aquatiques, la cause des odeurs nauséabondes répandues dans les airs, récidivent très rapidement malgré les actions de dépollution du CIAPOL, Centre ivoirien antipollution. Une solution rapide s'impose qui porte sur la naissance d'un projet d'éco-hydrologie. C'est le sens de ces travaux de réflexion. Donc avec cet outil, nous pensons que nous pouvons identifier tous les leviers, c'est-à-dire que voir quelles sont les interactions entre les lacs et l'habitat, les lacs et l'agriculture, les lacs et tout ce qui s'entreprend autour de ces lacs qui constituent des éléments majeurs qui concourent à la prolifération des végétaux aquatiques sur ces lacs. C'est une approche que l'UNESCO développe dans tous les pays du monde entier et à ce jour, nous avons 48 sites qui sont désignés comme sites de démonstration éco-hydrologique, donc 5 sites au niveau de l'Afrique. Donc la Côte d'Ivoire fera partie bientôt des pays qui abritent des sites éco-hydrologiques. Les travaux de cette rencontre ont vu la participation des experts scientifiques en hydrologie, écologie et environnement, sans oublier tous les acteurs impliqués dans la gestion de l'eau. Pour la réussite de leurs travaux de réflexion,
Les participants ont eu droit aussi à des visites de plusieurs lacs de la ville de Yamoussoukro. C'est une initiative qui sonne comme un message fort en cette période où le tissu social reste à renforcer. Le peuple gouro, dans toute sa diversité, s'est réuni autour de son association Kadou. Kadou qui signifie « Nous sommes un » en langue locale. Une assemblée générale riche en symboles où l'unité, la solidarité et les valeurs culturelles ont été mises en avant. Nous Sangaré, reportage. Le ton de cette rencontre est donné par la danse Zaouli, fierté du peuple gouro et inscrite dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Le peuple gouro sort de sa réserve pour renforcer ses liens à travers cette assemblée générale de l'association Kadou qui signifie « Nous sommes un ». Une union pour œuvrer à la préservation de la culture et les vestiges de ce peuple. La ministre Léopoldine Tiezan Kofi est la marraine de cet événement. Le monde évolue. Et donc, il faut adapter certains comportements. Nous avons voulu nous rassembler pour mettre l'accent sur l'union, sur la cohésion sociale renforcée dans nos 9 départements, au niveau des cadres. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut s'occuper d'une région si ce n'est pas les ressortissants, les cadres et ceux qui ont leurs intérêts. Le peuple gouro s'engage à s'impliquer davantage dans la paix et la cohésion sociale. Vincent Toby Irié, ex-préfet d'Abidjan, en a profité pour sensibiliser sur le foncier en zone rurale. Tête couronnée, garant de la tradition, enseignants-chercheurs, fonctionnaires, travailleurs du secteur privé et les opérateurs économiques, tous issus du pays gouro, ont répondu à l'appel de l'association Kadou. Et dans un autre élan de rassemblement, vous allez le voir en image, ce sont les ressortissants du département de Vavois, résidant à Abidjan, qui ont tenu une grande rencontre conviviale à Yopougon-Koweït. Une occasion de se retrouver, de renforcer les liens intercommunautaires et de célébrer leur culture dans un esprit de fraternité. Une initiative qui prône un vivre ensemble consolidé entre les filles et fils de Vavois. Le commentaire de Jean-Marc Djadji vous sera proposé dans nos prochains journaux. Ce sera en collaboration de Lokofi. À l'international, le Nigeria fait face à une nouvelle flambée de violence. Au moins 40 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tuées mercredi dans une série d'attaques coordonnées contre des villages du centre du pays, dans l'état du Plateau. Les témoignages recueillis par les autorités locales et la Croix-Rouge dressent un bilan lourd entre deuil et déplacés. Une escalade qui se relance une fois de plus le débat sur la sécurité dans cette région fragile, régulièrement confrontée à des conflits communautaires et des violences armées. Et puis, c'est un coup dur pour plusieurs économies africaines. Les nouvelles mesures protectionnistes annoncées le 2 avril par Donald Trump entrent en vigueur dès le 9 avril prochain. Elles imposent des droits de douane supplémentaires allant de 10 à 50% sur certains produits africains à destination des États-Unis. Le cacao ivoirien, symbole de notre agriculture, est notamment frappé d'une taxe de 21%. Le textile du Lesotho, les diamants du Botswana ou encore les produits de Madagascar et Maurice sont aussi visés. Et dans mon viseur, j'aperçois Samuel Metch qui s'installe pour le JT des Sports. Samuel Metch donc est installé très confortablement, je l'espère. Ben oui, bonjour, super bien. Bonjour Samuel. Bonjour Hamza. Alors la CAN U17 bat son plein en ce moment au Maroc avec une première sortie honorable, très honorable pour nos éléphants. Et ils ne sont pas loin de nous offrir une double qualification. Ben oui, ils ne sont pas loin de nous offrir une double qualification parce que justement la qualification pour les quarts de finale leur donne droit à la qualification pour le mondial 2026, donc pour les U17, et c'est très très important. La deuxième journée de la CAN U17 donc a démarré depuis ce jeudi, et ce vendredi après-midi, les équipes donc du groupe D et ceux du groupe C disputeront leur deuxième match. Premier du groupe D, la Côte d'Ivoire, se rapproche du second tour, et une victoire aujourd'hui face à l'Angola donc serait idéale, nous dit Jean-Sylvain Rissot. Après leur brillante victoire 6-1 face à la Centrafrique, les éléphants U17, leaders du groupe D, sont à 90 minutes de la qualification pour les quarts de finale
de leur CAN. Une qualification qui passe absolument par une victoire contre les Palancas Negras de l'Angola. Pour nous, c'est de rester focus sur le travail que nous avons fait. Nous pensons que la meilleure manière d'évaluer notre travail est cette compétition. Et justement, nous avons travaillé. Nous pensons que les enfants ont absorbé tout le travail qui a été effectué. Nous sommes là pour une évaluation. Et cette évaluation passe par un excellent parcours au cours de ce tournoi. Pour l'entraîneur angolais, le match contre les éléphants est l'ultime chance pour se relancer dans le groupe. Je crois que cette fois-ci, nous avons aussi des chances parce que la science du foot se développe tout le temps. Sim, graças a Deus nós estamos bem. Grâce à Dieu, nous sommes bien. A equipa está completa. L'équipe est complète. Pronta, disponível. Elle est disponible. Elle est préparée pour les matchs. Le duel entre la Côte d'Ivoire et l'Angola se jouera ce vendredi au stade de Bereshid à 17h GMT. Autre pays qui pourrait obtenir le sésame pour le deuxième tour, le Mali qui affrontera à 20h dans le même stade le dernier de la poule, la Centrafrique. Alors Samuel Betch, vous pouvez nous rappeler les premiers résultats? Les premiers résultats, justement, donc la Côte d'Ivoire a battu la Centrafrique 6-1. Et puis déjà, il faut le savoir, depuis hier, donc on a des résultats. Le Cameroun a fait 0-0 avec l'Afrique du Sud. L'Ouganda a fait 3-0 face à la Tanzanie. L'Égypte a été battue par le Burkina Faso 2-1. Le Burkina Faso donc est le premier pays africain à se qualifier pour le mondial U17 donc, et surtout pour les quarts de finale de cette compétition CAN U17 au Maroc. Il faut donc féliciter l'équipe du Burkina Faso et l'Égypte est donc éliminée après 2 défaites. Le programme aujourd'hui c'est Gambie-Somalie à 14h, 17h Tunisie-Sénégal, 17h Angola-Côte d'Ivoire et 20h Centrafrique-Mali. Et sur les antennes de la RTI? Naturellement, il faut suivre ces matchs et puis on les suit de très près. D'accord. Reynald Pedros, le sélectionneur de l'équipe A féminine, est engagé pour redonner un nouveau visage à la sélection. Il multiplie les stages. Reynald Pedros donc multiplie ces stages afin de constituer un groupe solide, une équipe capable de rivaliser désormais donc avec les équipes fortes au niveau féminin. Le sélectionneur donc de la sélection féminine A au niveau de la Côte d'Ivoire veut monter une équipe qui va relever tous les défis et surtout prendre son envol. Double confrontation amicale internationale entre la Côte d'Ivoire et le Kenya. Ça démarre donc ce soir même à 19h au stade Félix Houphouët-Boigny. Pascal Koné a rencontré l'équipe féminine ivoirienne. Suivons. Avant la double confrontation en amicale face au Kenya, les 4 et 8 avril 2025, le sélectionneur des éléphantes, Reynald Pedros, était face à la presse. Il s'est prononcé sur l'adversaire des Ivoiriennes, mais aussi sur le regard qu'il porte sur le football féminin ivoirien. On a commencé à travailler, on a commencé à préparer ce match, puis les joueuses sont prêtes, ont bien bossé jusqu'à présent et on a hâte d'y être, j'ai envie de dire. Pour ce rassemblement, Reynald Pedros a fait appel à 22 joueuses, dont 7 évoluant à l'étranger pour défendre le drapeau ivoirien. C'est la première fois que les éléphantes livreront bataille avec les Kenyanes. Un bon adversaire avant le match face au Sénégal, prévu au mois d'octobre, comptant pour les éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2026. Nous avons attaqué ces différents stages avec envie, engouement, envie d'apprendre, envie d'évoluer en tant que joueuse, en tant que sélection, afin de pouvoir donner ce qui est dû aux Ivoiriens, la victoire et des titres. Pour réussir ce pari, la sélection féminine rôde son dispositif à travers des séances de training au lycée technique de Cocody. On a pu voir au cours de ces séances des éléphantes appliquées qui ont la ferme volonté de se qualifier pour la 16e édition de la CAN féminine Maroc 2026. Et voilà donc pour le programme de la Coupe nationale. Il faut le savoir, le championnat marque une pause au niveau donc national et c'est la Coupe nationale 59e édition qui prend le dessus. 8e des finales donc observées ce week-end. Le samedi 5 avril, nous aurons plusieurs matchs. Déjà donc la SOA sera face à l'USC Bassam à Yamoussoukro, stade Charles Konambani à 15h. Et au niveau du stade Robert Champrou de Marcory, on aura des oppositions entre Sol FC et Iska à partir de 18h et à 20h.
20h, AFAD, RCA, donc toujours au stade Robert Champrou de Marcory. Le dimanche 6 avril, l'AS Denguélé sera face à Mouna FC à Yamoussoukro à 15h. Le stade d'Abidjan va donc imposer son dictat à Sigui Lolo, on l'espère. Donc ce sera au stade Félix Houphouët-Boigny à 15h. Il faut le rappeler, le stade pour l'heure donc est l'actuel leader de notre championnat. Et puis on va terminer avec du cyclisme. On termine avec du cyclisme. Hamza Diaby, le président de la Confédération africaine de cyclisme, l'Ivoirien Alakwame Yao, et son secrétaire général sont en Suisse pour visiter le Centre mondial de cyclisme de l'Union internationale du cyclisme, UCI. Il a donc profité pour échanger avec plusieurs responsables de la fêtière mondiale du cyclisme et surtout pour s'imprégner des réalités du cyclisme mondial et négocier des apports financiers et matériels. Merci Samuel. Merci beaucoup Hamza. Merci, à vendredi prochain. Mais pourquoi pas. Merci également à vous aussi, chers téléspectateurs. Rendez-vous demain à 13h, ici même, pour un nouveau journal.